notre prochaine speaker, c'est Roxane Fischer, co-founder et CEO d'AnyShift. Roxane, tout le monde. Bonjour, enchantée. J'espère que vous m'entendez bien, mais je pense que oui. Avant de vous parler de l'infrastructure as a graph aujourd'hui, je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Roxane. J'ai fondé il y a 1 an et demi avec d'autres cofondateurs AnyShift et on crée des agents IA on-call. Donc, on va débugger des incidents de production. Et aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas trop le produit qu'on crée à AnyShift, mais plus la tech qu'on a en dessous pour en fait nourrir cet agent. Et cette tech, c'est un graphe de dépendance, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le sujet de ce talk, c'est pourquoi est-ce que quand on parle d'infrastructure et d'IA, la représentation en graphe est extrêmement importante, a une valeur qu'on peut vraiment défendre. Dans cette présentation aujourd'hui, il y a plusieurs exemples pour illustrer pourquoi c'est important. Et donc, le premier, c'est dans la génération de code. La génération de code infra, qui aujourd'hui, par exemple, utilise des outils IA pour faire de l'IAC. Pas tant de monde. Et qui ne croit pas, du coup, à l'IA pour de l'IAC. Quelques personnes. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la base déjà de l'IA et des agents IA aujourd'hui, c'est le contexte. Quel est le contexte qu'on donne à ces agents? La data, qui va servir en fait à faire différentes tâches. Et dans la génération de code infra, c'est extrêmement important. Premier exemple, basique, je vais demander en fait à Claude, Cursor, ChatGPT, de me faire un VPC peering en Terraform. Ici, le premier exemple que vous pourriez avoir en termes de code est un code qui aurait été fait par un stagiaire, un dev qui vient d'arriver dans l'équipe, qui n'a jamais fait de code IAC et qui ne sait pas que les valeurs hardcodées, c'est pas top. Ça cause plein de problèmes de sécu derrière et de dépendance. Et donc, ça, c'est typiquement ce que quelqu'un sans IA pourrait faire. Deuxième exemple, là, c'est si vous demandez à un GitHub Copilot quelconque de faire, il connaît quand même les bonnes pratiques, il saura faire les bonnes valeurs derrière, le bon code, sauf que on imagine bien que là, on n'a pas la bonne valeur à notre VPC de base qui existe dans un autre repo. Ce qui va se passer avec un GPT qui génère ce code, qui devient de meilleur en meilleur, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est manquant dans cette dépendance. Et donc en fait, il va essayer de recréer logiquement un VPC qui est mon VPC, qui a été défini. Là, ce que vous pouvez voir, j'essaye ce petit... Ah, pardon. Ce que vous pouvez voir ici, c'est cette dépendance-là. Ça ne marche pas, parce qu'en réalité, il faut qu'il ait toute l'info de toute la code base, ce qui est possible de plus en plus. Qui utilise Cursor ici? Un petit peu, pas tant de monde. Donc, Cursor, qui est cette IDE IA, qui, normalement, prend le contexte de votre codebase. Ça peut être sur plusieurs repositories. Et donc, la question, c'est est-ce que Cursor peut le faire, cette dépendance? Logiquement, là, dans cet exemple, ce qui aurait dû être fait, c'est qu'en fait, mon main VPC, il pointe vers un autre repo où mon VPC de base a été défini. En revanche, si on continue, donc ça, Cursor peut le faire, si on continue et qu'on reprend l'exemple de mon stagiaire ou de mon dev junior qui est là, dans ma codebase, rien n'est jamais parfait. Il y a des valeurs hardcodées qui se baladent. Et donc, dans mon code, je vais sûrement avoir des valeurs hardcodées. C'est possible.
Et là, en fait, ces valeurs qui représentent l'ID dans le cloud, ou l'ARN, le lien ici, quand je demande à une IA de le faire, le lien est strictement impossible à être fait. Un LLM, sans le contexte du cloud, ne peut pas faire le lien entre cette valeur hard-codée et le VPC que ça référence réellement derrière. Et ça, parce qu'on n'a pas cette map de dépendance entre les différentes définitions de ressources. Démo en direct, je ne la ferai pas aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire qu'il y a plusieurs façons de demander à un LLM de donner de la donnée. Vous pouvez demander à Cursor de vous lister ce qui se passe dans votre codebase, il va y arriver. Vous demandez à un MCP AWS de vous lister tout ce qui se passe en termes de ressources que vous avez dans le cloud, ça va y arriver. En revanche, s'il n'y a pas un graphe, s'il n'y a pas ce lien entre ce qui se passe dans votre cloud et votre code, il n'y aura jamais ce lien entre le live dans votre cloud, AWS, GCP, Azure, n'importe, et votre code, où est-ce que les ressources ont été définies. Et maintenant, on arrive au graphe. Ça, c'est une représentation que j'ai prise un petit snapshot d'un graphe qu'on va construire, nous, en interne à AnyShift. Et là, l'exemple, c'est de dire que quand on représente son infra, en fait, l'infrastructure, c'est un graphe de dépendance. Là, ce que vous pouvez voir, ça va être, on va dire, ça peut être des modules Terraform, ici des IAM, ici un VPC ou autre. Enfin, ces dépendances qui font que quand vous définissez votre infra, tout est lié dans le temps entre différents clouds, entre différents comptes. Donc en fait, ce graphe, en réalité, il est gigantesque. C'est des dizaines de millions de ressources. Si vous voulez le représenter dans le temps aussi, ce qui est important, parce que quand on débug un incident, quand on veut comprendre ce qui s'est passé, on a besoin aussi de savoir remonter dans le temps des relations et des ressources. Comment construire un tel graphe? Ça, c'est la question qui est un peu tricky. On travaille dessus à AnyShift, donc j'essaye de donner les petits tips and tricks pour ce faire. Plusieurs méthodes. La première, c'est le construire. Il y a déjà des outils open source qui le permettent. Nous, on utilise Neo4j en interne, qui est une solution de GraphDB pour ce faire, pour ce mapping. C'est génial pour en fait avoir cette représentation détaillée des ressources pour les mapper. Donc vous allez avoir un contexte qui est complet. Une fois que vous allez essayer de retrieve ce contexte, ça va être très précis de connaître en fait les liens des différentes ressources les unes avec les autres en temps réel. En revanche, la complexité, c'est qu'à construire, ça prend énormément de temps. Il faut se connecter aux API. C'est une donnée qui doit être live et entre différents cloud providers, entre différentes sources de données. Donc il y a quand même un sujet de scale à gérer. Le deuxième, qui est vraiment une super seconde solution, qui est moins précise, moins complète, mais qui a quand même énormément d'avantages aujourd'hui, c'est l'MCP. Qui utilise les MCP ici? Ouais, il y a quand même pas mal d'entre vous. Les MCP, c'est donc pour ceux potentiellement qui ne savent pas, c'est le modèle contexte protocole. C'est un protocole pour les agents IA, pour qu'ils puissent facilement accéder à de la data externe ou à des outils externes. Globalement, c'est l'API pour les agents IA, enfin le protocole d'API pour les agents IA. Et ces MCP, il y en a plein aujourd'hui. Il y en a un officiel Kubernetes qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Il y a ceux d'AWS qui sont top. Si vous essayez AWS Cost Explorer, il est génial. Donc il y en a plein de différents. Et déjà, grâce à ça, vous allez avoir une meilleure vue, une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le cloud, enfin dans votre infra. En revanche, de par les limitations intrinsèques d'une API, on n'a pas toute l'information qui peut revenir à chaque instant. Donc, si je remonte le graphe que je montrais tout à l'heure, c'est un énorme monstre. Et en fait, cet énorme monstre, on ne peut pas à chaque fois query autant de données par API. Il faut déjà avoir une représentation d'un modèle pour pouvoir, au bon moment, sur le bon contexte, à la bonne question, avoir la bonne donnée. Et ça, aujourd'hui, les MCP, il y a des MCP différents sur différentes parties de votre infra.
il faut les connecter. Il faut qu'en fait la data elle soit déjà connectée pour pouvoir en faire quelque chose. Si je reprends l'exemple de AWS et de Terraform tout à l'heure, typiquement, on a besoin de connaître le lien entre ce qui se passe dans le cloud, dans les Terraform states et dans le code pour vraiment avoir ce chemin de dépendance et ce contexte dont on a besoin pour faire de la génération de code. C'est d'ailleurs l'exemple que j'ai pris ici. Comment construire ce graphe? Petite explication, mais en tout cas, il y a 2 grosses étapes. Il y a l'étape parsing des données, et ensuite, il y a l'étape d'ingestion. Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est comment est-ce qu'on map ce graphe pour relier Cloud, Terraform State, Terraform, pour en fait avoir ce lien Cloud to Code, savoir quelles ressources ne sont pas managées dans le code, quelles ressources sont driftées, comment est-ce qu'elles sont connectées, et comment est-ce que tout est lié ensemble. Donc, première étape, ça va être de parser toute cette data. Donc, côté AWS, ça va être avoir des connecteurs AWS pour parser les ressources et ensuite les remplir dans le graphe. Côté Terraform State ou Terraform File, ça va être réussir à parser en fait les différents blocs de code ou les modules pour pouvoir faire ce lien. Comprendre derrière en termes de réconciliation qu'est-ce qui correspond en termes d'ID de référence aux ressources. Donc ça, c'est faire un matching, ça c'est un algo de réconciliation. Et derrière, c'est utiliser une technologie de graphe, donc ici Neo4j, pour pouvoir, une fois qu'on a rempli ce graphe avec ces ressources qui sont liées, le query. Et donc en fait, ici, il y a différentes solutions pour query un tel graphe. Soit vous avez et là j'ai un trou de mémoire, soit vous avez pour query des graphes RAG, pardon. Comment est-ce qu'on encompasse la donnée avec des LLM pour pouvoir la retrouver beaucoup plus vite. Le désavantage de ça, c'est qu'on perd une partie de la structure du graphe. En fait, le graphe, ce qui est génial, c'est que la donnée est extrêmement propre, parce que quand on query un nœud, on peut query tous les liens autour, et donc en fait, l'information, elle est parfaite. L'autre solution pour query ce graphe, c'est faire de l'inférence. C'est directement taper une requête en langage naturel. Donne-moi tous les IAM users que tu as en stocké, et directement, le LLM va transformer la query en... Là, c'est du Cypher, équivalent de SQL ou de Graph Query, pour s'adapter à cette query de retrieve-moi tous les nœuds qui correspondent à des nœuds d'IAM user, que ce soit dans le code, dans le cloud ou dans le Terraform State. Conclusion, sur tout ce sujet de contexte, context is king. Quand on parle d'IA en général, je pense que c'est le point qu'il faut retenir, c'est que n'importe quelle application agentique, aujourd'hui, le vrai bottleneck, c'est le contexte qu'on donne en entrée à SLLM. Quel contexte, quelle data, garbage in, garbage out. Et que quand on parle d'infrastructure, l'infrastructure est un graphe par définition, d'où l'importance de le représenter comme tel. Merci beaucoup. Et bon, merci pour ça, c'était hyper intéressant. Normalement, c'est la période dans laquelle moi, je pose des questions qui sont collectées sur le slido.com, mais je suis désolé. J'assume, c'était de ma faute. J'ai oublié de vous rappeler ce matin de comment poser les questions. Yann Slido, voici le code QR. Pendant les talks, c'est le moment pour poser des questions. Il ne faut pas attendre la fin du talk pour poser des questions, il faut poser des questions pendant le talk, parce que moi je suis juste là, en train de trier, en train de regarder, en train de déterminer quelles questions à poser. Et encore une fois, j'ai rien dit ce matin, donc je suis désolé. Je suis absolument désolé pour ça. Alors, mais maintenant, vous avez les informations. Maintenant, vous pouvez poser des questions. Mais maintenant, c'est pour ça que je suis en train de faire du blabla. C'est pour vous donner le moment, l'opportunité, le temps de poser des questions. Donc, je vais regarder vite fait.
Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va regarder vite fait les questions. Ah oui, bon, ça c'est de loin le plus upvoté. Qu'est de l'hallucination des IA? Ouais, super question. Et toujours groundée dans le contexte qu'on apporte aux IA. Par défaut, une IA, c'est un système qui est probabilistique, ça peut halluciner. On n'aura jamais le 100% d'accuracy. Why not? Les IA ont un rôle aujourd'hui dans tout ce qui est software qui est différent du software classique et déterministique. Donc là, c'est plus opinion par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans cette bulle IA, enfin non, pas bulle IA, mais dans cette ère IA qui est en train de s'ouvrir. On aura des agents IA qui feront des choses avec une marge d'erreur, similaire à un humain. Un humain peut se tromper. Et il y aura toujours aussi les algos déterministiques derrière qui bosseront ensemble. Pour réduire ces hallucinations, c'est vraiment le cœur de la question. Comment est-ce qu'on passe de 80 à 99%? C'est pas du tout le même discours. C'est vraiment le contexte qu'on donne à ces IA. Imaginez, vous donnez en entrée à une IA exactement la réponse à la question ou le contexte qu'il faut, et que le prompt, il n'y a pas de... Donc, ni le prompt, ni le contexte qu'on a donné en entrée à l'IA n'a de sujet. Les modèles sont tellement puissants aujourd'hui qu'il y a très très peu de chances qu'ils hallucinent et qu'ils parlent du beau temps qu'il fait aujourd'hui à Paris, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Mais c'est vraiment par rapport à la donnée qu'on va donner. Donc, on peut vraiment augmenter le taux d'hallucination des IA. En revanche, il faut bien les prompter, il faut qu'elles aient le bon contexte. Et voilà, très bien. Merci. On va continuer? Allez. OK, let's go. Comment maintenir le graphe de l'infra continuellement à jour? Ouais, ça, c'est une autre très bonne question. C'est pas facile. Déjà, l'infra, c'est un mix de blocs et de sources hétérogènes assez importantes. Un mix de cloud, un mix on-prem, un mix de cubes, Codebase, Observability Data, la définition est large. Et donc en fait, pour chaque source de données, on peut les traiter différemment. Globalement, c'est quand on va mapper le cloud, on va mapper plein de sources de données différentes et il faut essayer d'avoir tout ça de façon continue. Je peux donner des exemples, nous, qu'on utilise aujourd'hui. Kubernetes, typiquement, donc, on utilise un agent Kubernetes qu'on déploie chez nos clients. On va mapper tous les 1 minute, enfin, ça c'est facile, on output les events qu'on veut, donc freshness de graph de 1 minute. Les cloud providers, c'est plus compliqué. Si vous rafraîchissez, enfin, si vous scrapez les API toutes les minutes, vous êtes sûr que vous allez vous faire ban. Donc ça, c'est pas top. Donc il y a des façons en fait de faire. Typiquement, AWS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scraper une partie des API, pas tout. Donc en fait, il faut savoir ce qu'on veut, list and describe certaines instances pour avoir l'info. Et par-dessus, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on rajoute, je confonds toujours entre CloudTrail et CloudWatch, je crois que c'est CloudTrail, on rajoute la freshness, enfin tous les events qui se rajoutent en plus, pour pouvoir en fait rajouter par-dessus ce graphe qu'on a scrappé les événements live pour avoir cette freshness des données. C'est un travail continuel et donc en fait, c'est un vrai sujet. Et GitHub, tout ce qui est code, sur Event, tout ce qu'on peut avoir sur Event, on le fait sur Event aussi. Bon, très bien. Ouais. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a quelques secondes qui restent. On tente. Pourquoi récupérer le state en TF, Terraform, en plus des données du cloud? Ouais. Il y a un vrai sujet quand on veut faire la différence entre ce qui se passe entre le cloud et le code, et des sujets de sécu, des sujets de sécu, des sujets de coût et des sujets de management, de casser l'infra. Parfois, il y a un drift entre ce que vous avez fait dans votre cloud et dans votre code. Et donc, parfois, vous avez des instances dans le cloud qui ne sont pas définies dans le code, elles sont unmanaged. Donc ça, c'est un problème de sécu, et ça peut être un problème de coût parce que c'est du shadow IT que vous ne connaissez plus. Donc, comment refaire ce lien du cloud au code? En fait, vous êtes obligé de passer par les states. Un autre sujet, c'est on prend le step inverse, vous faites un changement dans Terraform plan, et ce n'est pas suffisant pour voir si vous allez casser une partie de votre infra. Dans d'autres repos, il y a des ressources hardcodées, vous avez des modules imbriqués, vous avez des dépendances. Donc
Donc, vous pouvez potentiellement faire un changement de votre code Terraform et pas vous rendre compte de l'impact que ça va avoir sur le reste de votre cloud. Et ça, en fait, pouvoir connaître vraiment ce réseau de dépendance et donc soit pas casser, soit pas avoir un coût trop important, on est obligé de passer par cette réconciliation. Très bien. Bon, avec 15 secondes qui restent, je pense qu'on va laisser. Trop top. Merci. Merci à Roxane pour ce talk hyper intéressant. Merci. Pour débuter notre journée aujourd'hui. En fait, encore une fois, il ne faut pas oublier de poser les questions sous Slido, ça c'est hyper important, et encore une fois, pendant le talk. Comme vous pouvez constater, aujourd'hui, ce matin, au minimum, le thème c'est l'IA, fameuse AI. On a décidé cette année, c'est la première fois qu'on a ça comme thème lors d'une DevOps Rex. On a décidé, on ne peut pas éviter. Tout le monde a ses propres opinions, ses propres idées, parfois ses propres polémiques sur le sujet. Très bien. Notre volonté aujourd'hui, c'était vraiment juste de percer un petit peu dans le domaine pour montrer que oui, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose sur lequel on peut avoir des discussions logiques, cohérentes. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas nécessairement être prescriptif sur le sujet, mais au minimum d'aborder le sujet. Donc, je vous invite, bien sûr, de regarder toutes les talks, d'analyser toutes les talks avec un œil critique, toujours, mais aussi avec la bienveillance. On est là pour partager, on est là pour apprendre. Donc, merci à Roxane pour débuter notre journée avec